Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Nigeria, ce géant continental avec 198 millions d'habitants. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Le Nigeria veut être une puissance émergente. Alors, quels sont ses atouts, mais aussi les défis qu'il devra relever? On en parle après avoir écouté ce que dit à ce propos Adama Gaye. Il est un journaliste, écrivain sénégalais. La première chose, c'est que le pays doit compter sur sa démographie. C'est un pays très jeune par sa population, très entreprenant et très innovant. De ce point de vue, le croît démographique et la densité démographique de ce pays sont des atouts. Il ne faut pas les prendre comme un inconvénient. C'est la première chose. Quand on est au Nigeria, on voit un pays qui a les ressources humaines qu'il faut, qui a l'intelligentsia, qui a des cadres dans tous les secteurs. C'est un premier atout. Le deuxième atout, c'est un pays qui a quand même toutes les ressources naturelles, qui est peut-être tributaire de la dimension cyclique de certaines de ces ressources, notamment le pétrole et le gaz. Or, aujourd'hui, le Nigeria a bénéficié de la remontée des cours des matières premières, des cours du pétrole en particulier, et le Nigeria est devenu plus sage dans l'exploitation notamment de son gaz. Il ne fait plus de torchage, il utilise le gaz pour la production d'électricité. Et enfin, c'est un pays qui progressivement négocie mieux, y compris même en insistant sur une dimension de contenu local dans ces différents accords avec ses partenaires extérieurs. Je crois que le Nigeria est, en termes de PIB, la première économie africaine, devant l'Afrique du Sud, a un leadership qui est démocratisé, une presse très dynamique, une classe politique très entreprenante et des alternances qui se sont produites aujourd'hui. Tout cela, je pense, va concourir à refaire du Nigeria le pays central, essentiel, inspirationnel, comme je l'ai dit récemment, dans l'échiquier africain. Le Nigeria, dit Adama Gaye, a l'intelligentsia, les ressources humaines. Le Nigeria a les moyens qu'il faut donc pour devenir une puissance émergente. Mais sur quoi doit-on jouer prioritairement? Qu'est-ce qui fait que ça prend du temps à développer l'économie, notamment. Le secteur, justement, le secteur privé. Le secteur privé, la restructuration, n'est-ce pas, du secteur bancaire, ce sont les éléments, parce que vous voyez d'ailleurs que toute l'économie nigériane, ou moins la grande partie de l'économie nigériane est encore dans l'informel. Le taux de bancarisation est petit, même si au niveau de la répartition des shares, des parts, voilà, je parlais anglais, la répartition des parts dans des grands groupes bancaires africains, le Nigeria, à lui seul, représente une région, et une région en termes de PIB qui est fortement, n'est-ce pas, très peu concurrencée par les autres pays. Donc il y a donc le secteur privé qu'il faut renforcer, qu'il faut restructurer, qu'il faut remettre dans la nomenclature de l'économie moderne. Il ne faut pas oublier que le Nigeria est résolument ancré, n'est-ce pas, dans les schèmes de l'économie moderne. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de Nigérians, beaucoup de cadres africains qui font des études de commerce et de stratégie sont des Nigérians. C'est vrai que le secteur privé représente aujourd'hui une bonne part, hein, par rapport au PIB qui est de 461 milliards de dollars, c'est le plus gros PIB aujourd'hui du continent. Patrick Mboyo, le Nigeria, c'est aussi 75% de recettes pétrolières. C'est la plus grande faiblesse. Qu'est-ce qui fait que ce pays n'a pas réussi à tant diversifier son économie alors qu'il y a un vaste marché intérieur, alors qu'il y a d'autres ressources, d'autres potentiels, notamment agricoles? C'est la sempiternelle question à laquelle sont confrontés les différents présidents qui se sont succédés au Nigeria. Depuis Olusegun Obasanjo, on parle de ce problème. Il faut diversifier l'économie nigériane. Mais aujourd'hui, le pétrole reste encore la source principale de revenus. 70% de... Plus de 70%.
70%. Plus de 70% du PIB vient de l'industrie pétrolière et du gaz. 90% des recettes liées à l'exportation proviennent de ce secteur. C'est vraiment chaotique. C'est-à-dire aujourd'hui, il suffit de fermer les robinets du pétrole et que tout le monde passe à l'électrique. Le Nigeria aujourd'hui s'est retrouvé, je sais pas, 80 c'est pas 50e, on pense 4e position en Afrique parce qu'il n'y a aucune autre ressource qui apporte de l'argent à ce pays. Sauf qu'il y a des hommes d'affaires qui essayent de s'en sortir. Le Nigeria achète du pétrole. Oui, ça c'est... Il vend le pétrole brut, mais achète le... C'est ce que je voulais dire. Il y a des hommes d'affaires qui se lancent dans des activités assez remarquables, comme Dangote en matière de ciment. Mais je me demande, qu'est-ce qui les empêche à se lancer dans l'industrie pétrolière dans leur propre pays? Ils ont l'argent pour pouvoir créer des manufactures et même lancer une usine de fabrication de véhicules. Je l'ai vu, suivi sur un reportage ici à Africa 24. Mais le problème, c'est que pourquoi ils ne se lancent pas dans l'industrie pétrolière raffinée et les dérivés pétrolières dans leur propre pays? Et empêcher que leur pays achète importe du pétrole. Imaginez-vous, moi je suis chargé de la commande publique. La bitume qu'on utilise pour réparer toutes les routes en région Île-de-France ici est produite, en France en général, est produite par 2 sociétés essentiellement. Total et Shell qui en vend. Au Nigeria, il n'y a aucune entreprise nigériane qui peut s'occuper de ces business. Or, la bitume, c'est simplement un produit dérivé du pétrole. Quand on raffine le pétrole brut, c'est un résidu du pétrole. Mais pourquoi un Nigérien ne se lancerait-il pas dans la commercialisation du bitume dans toute l'Afrique de l'Ouest? Vous imaginez ce que ça représenterait en termes d'économie, en termes de revenus, de devises pour un pays comme le Nigeria, d'exporter la bitume sur toute l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas, ce ne sont pas les idées qui manquent. On a dit que le Nigeria dispose des ressources humaines, absolument. Mais il y a un problème sérieux qu'il faut pouvoir résoudre. Mais on peut dire aussi que le président Muhammadu Buhari s'attaque quand même à ces défis-là, puisqu'il s'est imposé comme objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en développant le secteur agricole et notamment dans le domaine du riz. Le Nigeria veut atteindre sur ce plan-là l'autosuffisance alimentaire. Oui, mais le Nigeria, c'est quasi atteint. Hein. Je crois que sous le président Buhari, l'autosuffisance alimentaire est quasi une réalité. Mais je l'ai rappelé ici, il y a 87 millions de Nigérians vivent encore en deçà du seuil de pauvreté. On va dire quoi? Il y a un véritable problème de redistribution des ressources, de la richesse produite au Nigeria. Comment fait-on pour sortir ces 87 millions de la pauvreté? De l'extrême pauvreté. De l'extrême pauvreté. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être regarder cela dans l'enchaînement des politiques des gouvernants nigérians. Le peuple nigérien, à un moment donné, se rend compte qu'il faut plus ou moins se détacher des hommes. La dernière alternance de 2015 montre aux citoyens que les hommes pourraient passer et que l'État continue. Oui. Parce que le progrès ne s'est pas arrêté entre la transition du président Goodluck Jonathan et l'avènement du président Buhari. Donc, je pense honnêtement que les Nigérians, même ceux qui sont en dessous, qui vivent dans l'extrême pauvreté, ont au moins pour eux de l'espérance. Et ils attendent... Le potentiel existe. Le potentiel existe depuis toujours, mais c'est l'espérance qui avait disparu, qui est de nouveau de retour. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose parce que dans la structuration ou bien l'analyse qu'on fait des économies, on est toujours dans la nomenclature, n'est-ce pas, des institutions de Bretton Woods. Les institutions de Bretton Woods sont toujours en train de nous présenter, soit parce qu'on a bonne figure, on a une économie croissante, l'emploi et tout ce qu'on veut dire, dont toutes les données, tous les indicateurs macroéconomiques sont verts. Mais lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un État qui prend, comme l'a dit tout à l'heure mon copanéliste, qui prend sur lui de démontrer qu'une économie typiquement africaine endogène, de manière endogène, de manière structurée, de manière pensée typiquement africaine, peut réussir sans l'aide, n'est-ce pas, des composites qui viennent de l'extérieur. Eh bien, la chose va se présenter différemment. Je voulais arriver à quoi? Je voulais arriver à ce que lorsqu'on parle de 87 millions de Nigérians qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est sur quel barème qu'on se base? Parce que j'ai été au Nigeria, je n'ai pas vu... Il n'y a pas de pauvres au Nigeria. Il y a des pauvres, mais ça dépend de qui parle.
Parce que si on compare le pauvre Nigérian au pauvre Français, oui, il est vraiment très pauvre. Mais au Nigeria, il n'est pas pauvre. Et on n'a pas aujourd'hui au Nigeria, on n'a pas de situation de mesures ou d'instruments de mesure autres que ceux, n'est-ce pas, ceux de la Banque mondiale et du FMI. Mais ça pose quoi comme problème? Ça pose le problème du choix des modèles. Voilà, tout simplement. Le choix du modèle économique, comme ça a été clairement dit tout à l'heure, parce qu'un pauvre en France, c'est celui qui n'est pas capable d'aller se payer le restaurant, d'aller voir le cinéma, de se permettre certains loisirs, qui vit simplement, qui a un moyen de subsistance simplement, qui survit. Alors qu'en Afrique, ce qu'un pauvre, il faut d'abord qu'il y ait un cinéma pour que la personne y aille, il faut qu'il y ait un restaurant dans le village. Dans le village, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de loisirs. Vous pouvez dire que la personne est pauvre. Donc la logique n'est pas la même. Il faudrait concret, parce que c'est aussi ça le but du jeu, ce n'est pas théoriser. Pour parler concret, on parle de modèles qui seraient venus d'ailleurs. Quels seraient nos propres modèles à nous? Le propre modèle, ce serait d'abord d'arriver à offrir à nos populations les basiques, ce dont ils ont besoin à la base, c'est-à-dire l'électricité. C'est le premier élément. Tout le monde aujourd'hui a besoin de l'électricité. On ne peut pas vivre au XXIe siècle sans de l'énergie. De l'électricité, ça peut venir soit par les panneaux solaires, ça peut venir par la voie hydraulique, l'hydroénergie. Des projets en expérimentation financés par l'Allemagne. D'abord cela, et ensuite la stabilité, c'est-à-dire que le paysan qui va labourer sa terre, l'agriculteur soit en mesure de vendre à des prix qui lui permettent de vivre convenablement. Patrick Mboyo, la question c'est, est-ce que nos États sont en situation de se défaire de l'emprise de la Banque mondiale et du FMI? Non. Aujourd'hui, à l'évidence, non. À l'évidence, non, pas tous les États. Évidemment, vous êtes divisé sur la question. Pas tous les États. Certains, oui, d'autres non. Beaucoup de spécialistes qui disent au président Ghanéen, attention, il y a les slogans, mais il y a aussi la réalité. Il faut faire très, très, très attention. Est-ce qu'il y a une ligne médiane, finalement? Dites-moi, monsieur Dibré, est-ce que, voilà, on peut un peu de Banque mondiale et du FMI, un peu de nous-mêmes, pour concevoir un modèle intermédiaire de développement et d'émergence? On ne fera pas toujours un peu de ci, un peu de ça. On ne peut pas éternellement faire des cocktails. Ce qu'il faudrait faire, de mon point de vue, il faut déjà dompter ces modèles-là. Donc, pour les dompter, pour mieux les connaître, il faut que nos seuils d'éducation s'élèvent. Il faut que les seuils d'éducation dans nos pays s'élèvent. Il faut déjà comprendre ces modèles-là. Dès qu'ils sont compris que par des élites, tout ce que les élites vont essayer de transférer à des masses non éduquées ne porteront jamais. Il faut déjà que les masses arrivent à des seuils d'éducation suffisants. Donc, tant à rester dans ces modèles-là, profitons-en déjà pour élever nos niveaux d'éducation. Là, c'est très difficile quand on dit éducation, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut enseigner aux enfants? C'est ça la question. La question du modèle pénètre aussi l'école, parce que ce sont les enfants qui perpétuent le modèle occidental, le modèle venu d'ailleurs. Pour combattre déjà un mal, il faut le connaître. Exactement. Pour combattre un mal, il faut le connaître. Et déjà, le connaître, c'est par l'éducation. Il n'est pas le nôtre, ce modèle. Donc, pour définir, pour chercher à créer le nôtre, il faut déjà bien comprendre sur l'existant et développer un modèle qui est adapté à nos réalités. C'est un point de vue. Voilà. Moi, je pense qu'en connaissant le modèle actuel et surtout son côté péjoratif, hein, son côté néfaste, pas ses vertus, mais son côté néfaste pour l'Afrique, on pourrait alors construire notre modèle à partir du modèle actuel. Parce que nous sommes dans le modèle actuel, que nous ne voulions pas. Nous sommes dans le modèle actuel, il faut simplement connaître quel est le côté négatif de ce modèle et qu'il faut combattre afin de pouvoir nous impulser un modèle particulier. Ce que nous voyons le négatif, l'Occident ne voit pas forcément comme cela comme étant négatif. Il faut que nous soyons en mesure, nous, de tirer le positif et que nous puissions compenser le négatif par ce qui nous convient. Je voudrais rebondir aussi là-dessus quand même pour dire une seule chose. Attention, il s'agit de gestion de vies humaines. Oui. Donc, quand on gère les vies humaines, il y a aussi bien la théorie que la pratique. Oui. Donc, si vous ne trouvez pas le juste milieu des décisions, vous êtes toujours surpris par le contre-effet des populations. Alors, je disais tout à l'heure que, en fait, j'essayais de dire qu'on peut effectivement sortir, n'est-ce pas, de ce modèle des institutions de Bretton Woods. En faisant quoi? En essayant, n'est-ce pas, de prioriser beaucoup plus une économie basée sur... Parlant notamment du Nigeria, puis sur le débat. Oui, on y est, c'est du Nigeria. Un pays comme le Nigeria, voilà. Avec son potentiel, est-ce que... Tout à fait, il peut tout simplement axer son développement économique sur l'agriculture.
l'agriculture apportera, et évidemment, quand on dit l'agriculture, il n'y a pas simplement l'agriculture en tant que pioche et puis quelques moteurs. Il y a toute une industrie, il y a toute une industrie derrière qui, elle, donc, peut être alimentée par la connaissance. Il faut faire attention aussi à l'agriculture sauvage qui casse l'environnement, qui détruit l'environnement, les hommes. Oui, mais je comprends bien, mais lorsque ceux qui ont détruit toute la terre, ont fini de détruire, ils empêchent, on ne peut pas se développer sans détruire la terre. Si on ne peut pas ceux qui l'ont fait, aujourd'hui, sont déjà arrivés à un stade où ils commencent à donner des leçons de morale aux autres. Rester dans l'état de nature, nous, on a déjà fait ce qu'il fallait pour quitter l'état de nature, pour arriver à l'état, n'est-ce pas, de l'homme civilisé, en détruisant. Merci. Donc, détruisons si on peut détruire, mais de manière rationnelle, de manière modérée. N'oublions pas qu'en Afrique, il y a encore 60% d'espace cultivable qui n'est pas encore exploité, alors que l'Europe a déjà exploité 90% de son espace. Se garder de léguer ou de céder à la Chine. Il nous faudra cultiver ça de façon méthodique avec des moyens modernes qui tiennent compte des contraintes écologiques. Sans problème, mais il faudra détruire la nature de manière rationnelle. A intérêt à ce que ce vaste pays se porte bien, soit stable et ne se disloque pas, parce qu'un Nigeria stable, prospère, c'est toute la sous-région, voire même le continent qui est prospère. Merci. Merci Thierry Moëlé. Je rappelle que vous enseignez le commerce international et la gestion des entreprises. Merci le directeur. C'est moi. Du directeur de IM, du cabinet IM Consulting Paris. Merci. C'est moi. Merci à vous. Patrick Mboyo, vous enseignez les relations internationales. Vous êtes aussi constitutionnaliste. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Serge Djibré, merci à vous également. Président de Africa New Generation, évidemment. Africa New Leadership. Nous avons parlé leadership au cours de cette émission. Merci, M. Togbé. Sans doute avons-nous apporté quelque chose. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.